Alors, bienvenue, bonsoir à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour ce Wine Talk Show, deuxième édition de cette année. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir deux amis, César et Christophe. Donc, je vais peut-être inviter César et Christophe à se présenter. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Les argots. Bonsoir à tous. Maintenant, je me présente, donc César Perrin. Je fais partie de la cinquième génération aujourd'hui de la famille Perrin. Alors, je travaille pas tout seul parce qu'on est nombreux dans la famille. On est 9 membres de la famille à travailler sur les différents domaines. J'ai mes deux frères, mes trois cousins, ma cousine, mon père et mon oncle. Donc voilà. Aujourd'hui, ouais, on est la cinquième génération et ça a commencé en 1909. Mais ça, je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. D'accord. Donc, combien de personnes de la famille sur le domaine? On est 9 et on travaille tous les 9 ensemble. On D'accord. y est tous. Ok. Donc, c'est une saga familiale. C'est une saga, on pourrait presque dire une mafia, mais non, on va dire une saga, ouais, c'est plus joli. Donc voilà. Très bien. Eh ben, Christophe, peut-être. Bonsoir à tous. Déjà, merci Franck de nous donner l'opportunité de nous faire connaître un petit peu mieux. Moi, je m'appelle Christophe Brunet. Je suis secrétaire général ambassadeur pour l'association qui s'appelle Primum Familia Vini, qui veut dire avant tout nous sommes des familles en latin. Et c'est une association qui existe depuis 1992, où il y a 12 magnifiques familles, dont la famille Perrin en font partie depuis 2006. Alors, Et est-ce que tu peux peut-être citer les 12 familles? oui, rapidement, bien sûr. Donc, je vais commencer par l'Allemagne, c'est Egon Müller. Il y a 6 familles en France. Commençons par le Bordelais, c'est Clarence Dillon et Baron Philippe de Rothschild. Et ensuite, la famille Drouin, Paul Roger, Huguel et la famille Perrin. Ensuite, en Espagne, la famille Torres et Vega Sicilia. Symington au Portugal. Symington, c'est Grahams, Dawes, Smith Woodhouse, c'est 7 domaines. Et en Italie, nous avons Tenuta Sanguilo, qui est fameuse à Sicaria, et Antinori. Donc voilà, c'est 12 familles qui représentent 2600 ans à peu près, même un peu plus, quand on réunit leur expérience familiale. Donc voilà, et je crois qu'un jour, j'avais calculé la famille. Par exemple, Antinori, on est à la 26e génération, les Perrins 5e génération. Je crois que c'est environ 80 générations accumulées. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et du coup, cette association a été créée quand? En 92 par Miguel Torres et Robert Drouin. Ils étaient dans leur vignoble. Miguel Torres était allé voir Robert Drouin pour des soucis de transmission, un petit peu des soucis techniques aussi à l'époque, partager certaines maladies dans les vignobles. Et rapidement, ils ont eu cette idée de créer cette association où il y a eu quelques changements depuis. Et c'est une association exclusivement d'entreprises familiales à 100%. Donc voilà. Et aujourd'hui, ils sont tous, j'allais dire, très amis. Avant tout, ce qui les réunit, c'est leur valeur familiale et l'amitié aussi. Et donc, concrètement, quels sont un petit peu les objectifs de cette association et toi, quel poste tu y occupes? Alors moi, avant tout, beaucoup d'entre vous peut-être le savent, mais bon, bref, j'étais sommelier et voilà, c'est un poste multitâche, j'allais dire, où j'ai environ, en ce moment, on a 4 ou 5 projets différents avec l'association. Ça peut être sur la transmission familiale. On a une réunion annuelle qui est très importante de 3 jours où on partage, les familles partagent j'allais dire, leur évolution. Ils partagent aussi ces moments de doute également et sur la technique. Avec justement, on en parlait avec César. On vient de créer un comité un comité technique. On va commencer à avoir des échanges techniques tous les 3 mois, dont un voyage au Portugal. Il y a également les salons. On est présent, toi, Franck, tu l'as vu sur Provine, et on sera présent sur Vinexpo Paris. C'est avec un stand à Provine, on a 160 mètres carrés. Sur Paris, on aura environ 120 mètres carrés. Donc, et on fait également beaucoup de charité. Depuis les 5 dernières années, ça représente 4 millions d'euros qui ont été redonnés en charité, dont une charité, par exemple, en 2019 à New York, où on a levé un demi-million d'euros dans la soirée, qui va, dans ce cas-là, dans une charité précise du pays.
à travers des ventes de coffrets, de vins, des dîners un petit peu prestigieux et voilà. Donc l'association, mais surtout la transmission familiale est très importante et de plus en plus. Et je crois que l'échange technique, ce nouveau projet va être très intéressant. Et toi, tu occupes donc le. Alors ça, c'est un terme qui fait beaucoup rêver nos jeunes sommeliers et cavistes, puisque voilà, nous, on est en pleine rentrée, là, on a 250 futurs professionnels qui commencent leur apprentissage, donc il y en a un certain nombre qui sont connectés avec nous ce soir ou qui verront le replay, plus nos amis abonnés de la Revue des Vins de France. Voilà, le terme de brand ambassador, c'est un peu, c'est rigolo parce qu'on a fait un sondage sur nos apprenants et on en avait beaucoup qui disent j'aimerais bien être brand ambassador. Est-ce que tu peux leur dire Ouais, quoi consiste ce merveilleux. Aujourd'hui, on ne dit plus être commercial, on dit être brand ambassador. ouais, je ne sais pas on ne devrait pas également changer le nom de brand ambassadeur en fin de compte également. C'est peut-être un peu galvaudé presque aujourd'hui parce que ça veut dire quelque chose et ça veut rien dire. Je pense que quand on travaille pour une entreprise, quand on travaille pour une maison de vin, quand on travaille pour un domaine familial ou non, on doit être multitâche, donc pas seulement brand ambassadeur. Forcément, il y a un peu de commerce dedans, il y a beaucoup de choses. Moi, avant tout, je veux également rappeler pour encourager. J'ai été apprenti serveur, ensuite apprenti sommelier. J'ai fait une mention complémentaire à Tours en 87. J'ai eu mon premier emploi à la Tour d'Argent à Paris en 89 et j'ai travaillé dans la restauration pendant une quinzaine d'années. Et en fin de compte, on croit que les choses parfois sont difficiles quand on est apprenti. C'est un chemin peut-être plus long. Et en fin de compte, j'ai envie d'encourager également ce parcours à travers la mention sommellerie. Enfin, il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours. On peut arriver à beaucoup de choses à travers différentes voies. Et brand ambassadeur, oui, oui, en ce moment, c'est très à la mode, tu as raison. Je ne vais pas te dire, je ne vais pas décourager. C'est effectivement, mais en étant brand ambassadeur, il faut aussi vendre quelque part, même si on ne vend pas physiquement, s'il n'y a pas des chiffres à la fin du mois. Moi, c'est mon cas. Je ne vends pas de vin, mais je vends des coffrets de prestige, quelques-uns. On a mis en place un très beau coffret, on en vend 12 à l'année qui sont numérotés. Mais bon, c'est un autre, il n'y a pas cette pression peut-être de vendre au quotidien. Donc voilà. Mais j'encourage en tout cas, oui, oui, à travailler dans ce milieu-là, tout à fait. C'est un milieu fantastique, milieu du vin en général. Bon, je vais passer la parole à César. Et puis, César, pour la petite information, nous, on a un centre de formation d'apprentis à Châteauneuf-du-Pape, hein, avec nos amis Coulon. Voilà, donc on est route du Sel à Châteauneuf, donc on a un pied déjà à Châteauneuf. Et on est des. D'accord. Et moi, à titre personnel, je suis un grand amoureux depuis très longtemps des vins de Beaucastel, puisque je peux dire avec modestie que dans les années 90, quand j'étais encore sommelier en restaurant, j'ai vendu des citernes entières de Roussanne Vieille Vigne. Pas en citerne, mais en bouteille, hein. Ouais, en bouteille. Ouais, ouais, c'est vrai que Beaucastel, ça a commencé il y a un petit moment, en 1909. Mais il faut être aussi lucide. Les vins de Châteauneuf-du-Pape sont connus depuis très longtemps, mais sont reconnus depuis les années 90. Parce que voilà, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas de tous les vignerons. Il faut savoir que Châteauneuf-du-Pape, c'est quand même une grosse appellation, parce qu'on a 3200 hectares pour 300 domaines. Donc c'est vrai Pour que donner, pour donner un équivalent, par exemple, Saint-Émilion, c'est 5000. Pour donner un ordre de grandeur, c'est vrai que Châteauneuf, ça fait une superficie qui est déjà très intéressante en termes de diversité de vins et de terroirs. exactement. Et c'est vrai que Châteauneuf-du-Pape, c'est une appellation qui est quand même très hétérogène, avec des terroirs différents partout, avec 13 cépages. Donc le terrain de jeu est assez passionnant. Et nous, Beaucastel, on se situe complètement au nord de l'appellation. Euh, et Beaucastel, il y a 2-3 dates qui sont quand même un peu importantes. En fait, il faut savoir qu'à la base, Beaucastel, ça appartient à la famille Tramier. La famille Tramier qui habitait Marseille, et je suis sûr que vous avez tous vu en supermarché les olives Tramier, qui étaient une des grosses familles marseillaises. Et ils ont acheté Beaucastel après Phylloxera, principalement pour venir le passer les week-ends. Et ils sont tombés amoureux de cette propriété. Ils ont replanté des vignes tout début des années 1900, donc juste après le Phylloxera. Et donc, c'est mon arrière-grand-mère, Hélène Tramier, qui s'est mariée avec Pierre Perrin, qui était le contremaître de l'usine d'huile d'olive. Et ils se sont installés à Beaucastel, et ils ont commencé. Et ensuite, il y a eu Jacques Perrin, ensuite Jean-Pierre et François, et maintenant nous.
Alors Jean-Pierre et François sont toujours avec nous sur le domaine. Jean-Pierre et François ont quel âge respectivement tous les deux? Jean-Pierre, il est de 44 et François, il est de 54. Donc voilà, mais ils sont toujours là pendant les vendanges, pour toutes les décisions familiales importantes. Aujourd'hui, vous êtes 3 enfants on va dire, au pilotage des. Alors, on est 3 enfants du côté de François, donc de mon père. Moi, j'ai 2 frères, Charles et Mathieu. Et de l'autre côté, du côté de mon oncle, ils sont 4. Il y a Marc, Pierre, Thomas et Cécile. Et tous les 7 de la 5e génération et tous les 9 avec mon oncle et mon père, on est tous ensemble sur les différents domaines. J'ai une question d'Emilio qui demande si le domaine Roger Perrin est un lien de parenté. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Le domaine Roger Perrin est un domaine complètement différent de Beaucastel et des domaines de la famille. Donc, si on rentre un petit peu dans les spécificités, César, est-ce que tu peux nous représenter peut-être Beaucastel et les activités aussi comme la vieille ferme, etc., ou les autres domaines, enfin les vins sobres, les gigondas, les vaqueras ou les carins. Oui, bien sûr. Et l'idée peut-être, voilà, nous dire en quoi Beaucastel est particulier dans la constellation des vins de Châteauneuf. Et puis peut-être, Christophe, toi après, tu peux compléter aussi sur quelle est la perception des vins du Rhône en général et des vins de Beaucastel sur les marchés internationaux. Ça peut être intéressant de voir comment c'est perçu. Non, en fait, alors tout a commencé, comme je disais, sur Beaucastel. Et ensuite, différentes activités se sont développées autour. Beaucastel, c'est 100 hectares de vignes, 70 en appellation Châteauneuf-du-Pape, 30 en appellation Côte-du-Rhône. On est tout en bio depuis les années 1950. C'est vraiment mon grand-père qui a été précurseur du bio à Châteauneuf. Il faut savoir qu'à Châteauneuf, il y a à peine 25% des domaines de Châteauneuf qui sont en bio, ce qui est très peu. Si j'ai bonne souvenir, la biodynamie, c'est dans les années 70 aussi. Hein. Et oui, on est en biodynamie depuis les années 70, exactement. Donc, bien avant un certain nombre de domaines très, très célèbres. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel la famille, je pense, croyait depuis longtemps déjà. Oui, en fait, mon grand-père, on le prenait pour un fou, hein, parce que quand on sort de la guerre, bien évidemment, qu'est-ce qui est le plus simple? C'est d'utiliser des produits chimiques, parce que il faut relancer une économie, et donc on va à la facilité. Et mon grand-père a plutôt été anti tout ça et gardé les terroirs de tradition, le travail de tradition. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on en est plus que fiers. C'est de se dire qu'à Beaucastel, on n'a jamais eu un pesticide, un herbicide dans les vignes depuis le début. Donc voilà, donc c'est ce qui rend un peu unique à Beaucastel. Ce qui rend aussi unique à Beaucastel, donc, c'est les 13 cépages. Aujourd'hui, on cultive, on vinifie et on assemble ces 13 cépages dans la bouteille de Beaucastel. Alors, juste pour parler technique 2 secondes, est-ce que les 13 cépages sont assemblés à la vigne, sont assemblés, enfin co-vinifiés au niveau de la vinification, ou alors assemblés en termes de vin? Vous le voyez Non, alors, ce sujet-là? tout est planté séparément. Tout est planté séparément, tout est vendangé séparément, tout est vinifié séparément, que ce soit pour la fermentation alcoolique ou la fermentation malolactique. Tout est fait séparément, et c'est une fois la fermentation malolactique finie que l'on commence à réfléchir à notre assemblage. En sachant que sur les 13 cépages, il y a 8 cépages de rouge, 5 cépages de blanc, et les blancs sont en complantation dans les rouges. Donc au final, on fait 8 vins avec les 8 cépages de rouge et les blancs qui sont intégrés directement à la vigne, en sachant que les blancs au CVI, donc ce qu'on appelle le casier viticole informatisé, ce qu'on déclare aux douanes, on a 80% de roussane à peu près, 10% de clairette. Qu'est-ce que ça donne puisqu'on parle de complantation là, sur les cépages rouges et les cépages blancs, ça donne quoi à peu près en moyenne sur le domaine? On est autour de 10% à peu près, un peu moins, on est entre 10 et 8%. Et dont une partie est isolée pour faire la cuvée de Roussanne. Exactement, dont une partie est isolée pour faire la cuvée Beaucastel blanc, Châteauneuf-du-Pape, et ensuite la cuvée Roussanne-Vieille.
Ok, très bien. Donc, voilà. Peut-être avant de parler des autres activités, Christophe, toi, tu veux dire peut-être un mot sur la Ouais, façon non, dont sont perçus les vins de la vallée du Rhône et en particulier les vins de Beaucastel à l'international. oui, enfin, c'est peut-être pas à moi de juger comment sont les vins de Beaucastel International, mais vraiment, ce que je veux Comment dire ils par sont rapport à... jugés, quoi, enfin, comment ils sont, Non, mais ouais, quand on ouais, parle, comment perçus, quoi, voilà. bientôt, j'ai passé, tu sais, Franck, une vingtaine d'années à aller très, très souvent en Asie. J'y passais 3 mois l'année pendant très longtemps. J'ai travaillé pour la maison dans le Rhône-Nord, Jaboulet, avec grand plaisir, avec Nicolas Jaboulet à l'époque, pendant 4 ans. Et c'est vrai que les vins du Rhône aujourd'hui, ils ont un petit peu leur moment de, je crois, où ça, il y a encore beaucoup, beaucoup dans le futur où ils vont se développer. Mais je trouve que je pense toujours à la Bourgogne avec ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, avec le côté où les gens trouvent les Bourgognes très chères et en train de ce qui est passé. Eh bien, les gens, ils vont beaucoup vers le Rhône, quoi. Et je trouve que le Rhône Nord, c'est de plus en plus la continuité de la Bourgogne, mais dans le bon sens, qualitatif, et également et le Rhône Sud, c'est tout ça, ça fait partie d'une frange de vignoble extraordinaire. Et je trouve que les Châteauneuf-du-Pape, bon, les vins de la famille Perrin sont aujourd'hui très connus et dans le monde entier. Mais c'est vrai que la perception, moi, la différence que j'ai découvert, j'allais dire, depuis que je travaille pour les PFV, c'est d'avoir eu la chance d'aller sur place plusieurs fois. Et j'ai des souvenirs émus, par exemple, avec César, qui m'ouvre un Magnum de 61 de son grand-père. Ce jour-là, on est avec Franck Massard, on est avec plusieurs sommeliers. Si tu me le mets à l'aveugle, je ne pense pas que c'est un Châteauneuf-du-Pape. La couleur est extrêmement claire, le vin est complètement fluide et on a quelque chose d'une belle acidité, d'une belle fraîcheur. Donc non seulement les vins peuvent vieillir, mais en plus on a toujours cette image des vins de Châteauneuf assez lourds, et alors que c'est à l'opposé. On est à l'opposé, c'est des vins qui sont extrêmement fins, malgré un taux d'alcool parfois assez élevé qui fait peur aux consommateurs. Et je pense que les Asiatiques ont compris ça aujourd'hui. Le premier marché peut-être est aux États-Unis aujourd'hui pour beaucoup de monde, pour la famille Perrin également. Mais je veux dire, c'est des vins qui n'ont plus leur réputation à faire. Et aujourd'hui, c'est Gigondas, Vaqueras, toutes les appellations autour en bénéficient. Ils font des vins extraordinaires. Quand on goûte les Vaqueras aujourd'hui, Franck, enfin, tu le sais très bien, c'est superbe, c'est superbe. Et petite question de Léa là, qui nous demande, bah, justement, ça va dans le prolongement de ce que tu disais sur les degrés d'alcool. Léa nous demande comment, donc c'est la question qui s'adresse peut-être un petit peu plus à Ah, César, César, oui, oui. comment vous gérez les fortes chaleurs et donc la hausse des sucres et d'alcool dans les vins? Comment vous voyez Bah, ça? ça, c'est vrai que c'est un sujet primordial où on est confronté au quotidien. En fait, comment on réagit? On n'a pas beaucoup de techniques à part de travailler dans le vignoble. Parce qu'on fait quand même des vins, ce qu'on appelle de terroir, où on est obligé de s'adapter à notre climat. Notre grande chance, eh ben, c'est principalement d'avoir des vieilles vignes. Aujourd'hui, l'âge moyen des vignes de Beaucastel, c'est entre 60 et 80 ans. Et on sait qu'une vieille vigne a des racines assez profondes. Et ensuite, au travail dans les vignes, il y a trois techniques principalement. La taille un peu plus tardive pour essayer de repousser un petit peu la floraison et donc la maturité des raisins. Il y a une technique que l'on développe de plus en plus qui est l'enherbement, où on vient enherber les vignes pendant l'hiver et on laisse pousser les vignes, on laisse pousser pardon, l'enherbement au milieu des vignes jusqu'à 1 mètre, 1,50 m et que l'on vient. Quand tu parles d'enherbement, c'est-à-dire que c'est vous qui semez ou c'est un enherbement naturel? Non, c'est nous qui semons parce que ce que l'on veut, c'est surtout des racines qui vont en profondeur. On ne veut pas de racines transversales sur enherbement parce qu'on ne veut pas concurrencer les jeunes plants. Et en fait, cet enherbement qui est assez dense, on vient le rouler. On vient le rouler au mois de mai pour essayer de faire un mulch. Et en fait, ce mulch, le fait de rouler ça, on casse la tige et ça nous fait une sorte de paillage. Et on, Un petit peu comme l'histoire du paillage qu'on fait pour protéger au niveau hygrométrie, ce genre de choses. exactement. Et en fait, on garde énormément d'humidité dans les sols. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus. Et on a développé aussi une technique, ça fait maintenant 5 ans, où on vient pulvériser la vigne juste d'argile, de l'eau et de l'argile, pour faire ce qu'on appelle un petit peu de la crème solaire naturelle pour les vignes, comme pour nous. Et en fait, on vient réduire la photosynthèse des, du soleil par cette pellicule d'argile.
Et on arrive aujourd'hui, on arrive à perdre pratiquement 1 degré d'alcool. Et donc, c'est vrai que ça, c'est important. Alors, c'est pas tout sur tous les cépages, parce que surtout sur ces cépages de Châteauneuf, on a des cépages comme la Counoise, comme le Mourvèdre, comme le Cinsault, qui sont très faibles en alcool. L'alcool dans les vins, c'est surtout caractéristique des grenaches et des syrahs. Mais la Counoise, on l'a ramassée autour du 10 octobre. Ça faisait 13 degrés, 3,40 de pH. Et donc ça, c'est très important. Tous ces cépages, ce qu'on appelle des vrais cépages d'assemblage, nous servent énormément. Aujourd'hui, ça représente presque 10% de l'assemblage, les Counoises. Les Mourvèdres à Beaucastel, on sait qu'on est à la limite nord de l'appellation, en tout cas de l'appellation et des Mourvèdres. Mourvèdre qui est le cépage roi de Bandol. On est grands fans de Bandol. Je pense qu'on boit tous du Bandol à la maison et encore plus du Tempier parce que c'est des amis. Tu me l'as enlevé de la bouche. Là, j'ai eu l'occasion, j'étais avec Daniel là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Là, on s'est ouvert un Magnum de 78 qui était assez gigantesque. Bon, c'est exceptionnel, le Tempier. Pour moi, ça fait partie des plus grands vins français. Et le Mourvèdre, il le travaille. Et mon grand-père Jacques et son meilleur ami, c'était Lucien Perrault du domaine Tempier. Et aujourd'hui, toutes les Mourvèdres de Beaucastel viennent de Tempier. Et donc, c'est vrai qu'on est assez proches, nos familles sont assez proches. Et on s'aperçoit que les Mourvèdres à Beaucastel, c'est le terroir parfait parce que là aussi, on a des alcools très faibles. Et en fait, c'est cet assemblage où on vient travailler sur cet assemblage. Et aujourd'hui, Beaucastel, ce qui est assez unique, on est maximum à 14 degrés d'alcool, ce qui est quand même unique avec ces chaleurs, et encore plus en 2022, où nous, on est assez surpris de la réaction des vignes. Mais voilà, nous, en tout cas, sur toutes les interventions, elles sont faites à 100% sur le terroir et dans les vignes. Alors, il y a Olympe, je suppose que c'est pas votre prénom, mais qui nous demande qu'est-ce qu'on se conseille sur un gibier, en particulier du cerf gigondas. On ne sera pas raciste. Hein, si vous avez des magnums de 90, on peut se déplacer. Si madame amène le gibier, je suis sûr que César et Christophe trouveront quelques flacons pour honorer la bête. Exactement. Il y avait une petite question de Marc qui dit voilà, envisagez-vous des greffes avec des cépages plus méridionaux je n'ai pas bien compris la question éventuellement. Je ne sais pas si envisagez-vous des greffes avec des cépages de pays plus méridionaux? Non, on est déjà bien au sud là. Ouais, c'est bien au sud. Voilà, après, il faut traverser la Méditerranée, aller chercher des Alicantes des années 60. Non, mais en fait, le cahier des charges est assez strict à Châteauneuf-du-Pape. Il n'y a que ces 13 cépages uniquement, et on s'aperçoit que déjà, les Counoises, comme je disais, les Cinsault, les Terrets Noirs, les Muscardins, les Vaccarès, sont des cépages que personne ne connaît au final, mais qui sont exceptionnels à travailler au quotidien parce que chacun apporte sa diversité, et c'est ce qui rend unique les vins de Beaucastel. Et pour aller dans le prolongement, Christophe, là, de cette question-là sur le réchauffement climatique, c'est toi qui voyages beaucoup et qui goûtes beaucoup. Quelle est ta vision toi, sur ce que vient de dire, enfin sur les recettes que propose César, c'est-à-dire l'enherbement, moi, je suis pas dans la partie technique. Moi, je suis un lien entre ces 12 familles, et la création de ce comité technique là est très intéressante. On a fait une première réunion avec Charles Symington, avec Mireia Torres, qui sont des personnes qui sont dans la recherche et le développement depuis 20 ans, 30 ans, et qui voient effectivement des changements très forts. Au Portugal, ils viennent d'avoir une sécheresse de 4 mois. Je reviens déjà à la question de Marc Goebbels. Je pense qu'il se référait à Bordeaux. Il commence à planter un peu de Touriga nationale. Il y a eu un peu de public, la Touriga, tout ça. Donc, on le voit arriver, je le vois. J'ai eu la chance aussi d'aller avec Loïc Pasquet faire un séminaire un peu sur ces pieds francs, avec beaucoup de personnes de Grèce, avec Egon Müller en fait partie un petit peu. Egon Müller, c'est assez intéressant parce qu'il a 3 hectares de pieds francs sur les 7 hectares de vignes qu'il a. Et aujourd'hui, ça s'appelle un Alterreben. Il en a fait un peu plus en 2015. J'ai eu la chance de goûter plusieurs fois. Il dit que c'est ces vignes qui souffrent le moins. Donc, effectivement, on a, à travers les 12 familles, on a des exemples où, comme César disait, l'avantage de Beaucastel, c'est d'avoir ces vignes de 60 et 80 ans. Donc, quelque part, faut pas oublier que ce côté traditionnel des familles et de faire une très bonne transmission, c'est la chance qu'ils ont.
c'est d'avoir cette histoire qui est parfois sur 3, 4, 5 générations. Et je pense que pour faire des grands vins, d'avoir ce recul, c'est très important. Je le vois aujourd'hui sur des domaines qui arrivent, au bout de 10, 20 ans, on a une expérience, mais d'avoir la chance d'avoir pu, depuis son grand-père, comme dans le cas de César, c'est là où on commence à à appliquer des modèles où ils peuvent s'adapter au changement climatique beaucoup plus facilement. Et puis, je pense que pour compléter ce que tu dis, le fait d'avoir eu les arrière-grands-parents, grands-parents, etc., qui ont traversé. Moi, je suis un grand fervent du savoir-faire, de l'observation paysanne, Ouais. côté paysanne dans le noble côté du terme. C'est-à-dire cette transmission. Moi, je me souviens, mon grand-père était pavillon, mais il avait un toucher avec la nature. En fait, il aimait bien faire des légumes, etc. Et c'est un peu un de mes regrets parce que c'était pas un truc, la terre ne me plaisait pas. J'ai pas retenu ce qu'il m'a enseigné, mais moi, je voyais sortir des fois, regarder le ciel et me dire demain il pleut. Il n'avait pas regardé la météo, il le sentait. Et je pense qu'il y a cette espèce de transmission consciente ou inconsciente. Et je pense que la famille Perrin ou d'autres familles, on peut parler ce soir avec le drapeau. C'est exactement. Une transmission là, ouais. On en a parlé, Franck, avec César et Charles Symington et Myria Torres, les choses intangibles. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est à quel moment tu décides vraiment de vendanger, par exemple. C'est quelque chose qui est, tout le monde te dit oui, le grain, mais en fin de compte, c'est l'expérience de 30, 40, 50 ans sur le même vignoble, t'aide à prendre ces décisions-là. Et la décision est tellement importante, et c'est très lié, de lier la vinification et la viticulture. Enfin, c'est à César. César pourra en parler mieux que moi. Et je pense que tu as raison, c'est la chance qu'ont et encore César, je pense qu'il aurait aimé connaître son grand-père parce que ça a l'air d'être un homme visionnaire et extraordinaire. Et la transmission, il l'a eu par rapport à François et à Jean-Pierre, bien sûr. Mais c'est fascinant. Enfin, moi, ce qui me plaît le plus dans mon poste, aussi pour revenir, on voit l'association telle qu'elle, on connaît tous ces grandes maisons. Mais ce qui est intéressant, c'est quand elles sont réunies et c'est les échanges qu'elles ont. Et encore une fois, cette année, c'était à Tenuta San Guido, ça dure 3 jours et les échanges sont extraordinaires, et autant en viticulture qu'aussi au niveau mondial, quoi. Donc voilà. Et ouais, juste pour finir sur les francs de pied, dans le dernier magazine de la RVF, là, il y a un super article sur les francs de pied, une très belle dégustation qui a été faite sur 16 paires de vins, où il y a une comparaison entre des francs de pied et des non-francs de pied. Et voilà. Alors après, il n'y a pas de. Et Loïc le dit très bien dans l'article, il n'y a pas de délire sur le franc de pied parce que faut pas te raconter n'importe quoi en disant qu'on peut faire du franc de pied n'importe où parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des gens qui vont planter, et puis voilà, c'est une connerie à pas dire, parce qu'aujourd'hui, le phylloxéra, il est encore là. Mais dans les endroits sableux, etc., où il y a des conditions, c'est vrai que les vins francs de pied révèlent quelque chose de différent. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais différent. Alors, je vais repasser la parole à César. On a quelques questions qui sont en train de tomber. Il y avait une question sur est-ce qu'on doit systématiquement assembler les 13 cépages dans le cahier des charges? Quelle est l'obligation par rapport à ça? Non, il n'y a aucune obligation. On peut très bien faire un 100% grenache. Le cahier des charges là-dessus est assez libre. C'est soit 1, soit 2, soit 4, soit 13 cépages, mais il faut rester dans la limite des 13 cépages. Il y a Sylvain qui nous écrit du Québec. S'il vous plaît, plus de bouteilles de Roussanne Vieille Vigne, c'est tellement bon. Alors, je fais souvent la prière tous les soirs, mais en fait, c'est assez limité. C'est 2 hectares les Roussanne, et donc, malheureusement, on ne peut pas. Il faut passer un petit coup de téléphone à Jésus pour qu'après la multiplication des pains, il fasse la multiplication des Roussanne Vieille Vigne. Mais c'est comme les truffes, c'est comme les cèpes. Il n'en faut jamais trop. Il faut toujours avoir un goût de revient. J'ai une anecdote assez incroyable à vous partager sur la Roussanne Vieille Vigne. C'est vieux, hein, ça date de 95. Je me souviens, j'étais encore sommelier au Johanna à l'époque, et c'était les Roussanne Vieille Vigne 92. Je me rappellerai toute ma vie de ce truc-là. Donc j'avais, il y a une bouteille qui était pas très nette, que j'avais ouverte au restaurant, et qui était franchement, même avec des notes d'oxydation, mais marquées, quoi. 3 ans après. Je me suis dit, je rentre à la maison le soir, je serai en congé le lendemain. Moi, j'ai dit, voilà, un petit pet, je la boirais, je boirais un coup de main à l'apéro, sinon les clients ne la voulaient pas. Puis elle n'est pas nette, je ne vais pas la servir, machin. Donc je rentre à la bouteille, je mets la bouteille entamée à moitié au frigo. Et puis j'avais 3 jours de congé, c'était en fin de saison, et je l'oublie. Puis 5 jours après, je débouche la bouteille. Putain, l'oxydation était partie. La bouteille était lumineuse, radieuse. Et je me suis dit,
sur les équilibres, parce que moi je suis un grand passionné de l'oxydoréduction, et en fait il y avait tu me donneras ton avis là-dessus, c'est-à-dire on avait l'impression, je dis bien l'impression que le vin était fatigué, et après 4-5 jours, et moi je trouve que la tenue à l'air dans les vins, c'est un sujet qui est vraiment important, parce que c'est un sujet qui montre, pour moi les grands vins, c'est des vins qui ont une vraie tenue à l'air, et 5 jours après, le 92, il était juste magique, quoi. C'est monumental. Non, c'est vrai que les roussanes, c'est un peu particulier. Alors, il faut savoir que la roussane, quand elle est mûre, elle est rousse. Et il y a toujours cette période où la roussane est fermée. Nous, on conseille toujours de boire les roussanes pendant 5 ans ou après 20 ans. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de se dire il faut garder une bouteille pendant 20 ans, mais il faut la déguster après 20 ans. Alors, soit on la laisse ouverte pendant 5 jours, mais c'est toujours mieux de pouvoir les laisser attendre. Et il y a une période où, en fait, on s'aperçoit que sur les grands terroirs, Chave, on a fait beaucoup de comparaisons aussi avec les Marsannes de Chave sur son Ermitage. Et on s'aperçoit voilà, il y a le moment où il y a un shutdown complet du vin. Et en fait, on a plein de clients, nous, qui nous rappellent en disant ben voilà, j'ai Beaucastel blanc ou des roussanes des vignes qui ont 10 ans. Je les ai ouvertes, je les trouve un petit peu fatiguées. Nous, on est ravis, on les récupère parce qu'on sait que 15 ans après, ça revient de façon exceptionnelle. Mais il y a cette période-là où on l'explique beaucoup, où la roussane ben voilà, se ferme et redevient exceptionnelle après. Je suis assez d'accord et c'est assez incroyable. On a une petite question d'Emilio qui nous dit, est-ce que vous pouvez nous parler du rendement et du rapport qualité envisagé sur les millésimes 2022? Est-ce que ça se rapproche de 2019, 2016? Voilà, un petit état des vendanges peut-être. Oui, bah alors, il faut savoir déjà, Châteauneuf-du-Pape, la limite autorisée, c'est 35 hectares, en sachant qu'on est à peu près à 2500 pieds hectares sur Châteauneuf. Juste pour compléter ce que tu dis, César, c'est super important. Quand on parle de rendement hectare, il faut toujours le mettre en corrélation avec la densité de pied. Bien sûr. Ce qui est important, c'est la charge de raisin par pied et pas le chiffre délirant de dire je fais tant d'hecto-hectares. Si on ne le rapporte pas avec la densité par pied, ça n'a pas de sens. Et ce qui est très important, voilà, on n'est pas. C'est pour ça qu'on a des terroirs qui sont quand même très étendus. Alors effectivement, 5 hectares, c'est énorme. Ça fait partie des domaines importants de Châteauneuf-du-Pape, mais on n'est pas à 10 000 pieds hectares. Donc le rapport est différent. Mais donc non, 2022, nous, je pense qu'on l'a tous vécu. Je pense qu'il a fait chaud. On a eu peu de pluie. Mais on s'aperçoit que nous, la vigne, le fait que d'avoir là aussi ces vieilles vignes étalées, retrouver de la fraîcheur dans les argiles bleues que l'on a entre 7 et 9 mètres de profondeur, et n'a pas vraiment souffert. On a eu un petit peu de pluie autour du 15 août, juste après la véraison, donc ce qui nous a permis de faire des très belles maturités, des très belles vendanges. Et ensuite, 2022, c'est un millésime compliqué parce que c'est un millésime venteux et donc chaud et sec. Mais nous, sur Châteauneuf, on est ravis parce qu'on a quand même pas mal de cépages qui ont eu la bonne maturité assez tard, jusqu'en octobre. On a eu un temps de septembre qui était plutôt très bon. On a eu 2 grosses pluies importantes, mais avec derrière beaucoup de Mistral. Il faut savoir que on a à peu près 130 jours de Mistral par an sur Beaucastel. Et c'est ce qui nous permet d'être en bio depuis les années 1950. Le Mistral, c'est génial quand on travaille les vignes. C'est juste horrible quand vous êtes en vacances chez nous. Parce que on peut rien faire à l'extérieur. Mais ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui sur 2022, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, on a encore 2 cuves qui sont sous marc, les 2 cuves de Mourvèdre Dommage Jacques Perrin qui sont pas finies de fermenter, et on va être autour de 25 hecto-hectares. Donc ce qui va être juste parfait, ça va être un très beau millésime, et ça ressemble en tout cas à 2016. Si on prend les analyses, si on prend la dégustation des vins, nous, à chaque fois qu'on fait des dégustations, on écrit tout, on a un cahier où on écrit toutes nos dégustations que l'on fait en famille, et ça remonte depuis les années 50. Donc on a pratiquement toutes les dégustations 2 fois par an de toutes les cuves. Et on s'aperçoit que quand on compare les dégustations de notre grand-père dans famille, ça ressemble beaucoup à 2016. Donc voilà un peu sur l'état des lieux du millésime 2022.
Ok, je te remercie César. On a une question sur les cépages, là, les nouveaux cépages, les Oui. Cyrano, les Sélénor, les Opalor et je ne sais pas quoi, qui finit en or. Non, mais c'est vrai que c'est une grande question, les cépages. Alors, nous, on reste persuadé que un cépage est un beau cépage, un bon cépage, c'est un cépage d'origine. Si les appellations ont été créées à l'époque, c'est qu'il y a une raison. Pour faire un grand vin, qu'est-ce que c'est? Il faut il y a 4 facteurs importants. Il y a un terroir, ça qui est unique. Il y a le cépage que l'on plante sur ce terroir, la météo et la climatologie qui accompagnent ce terroir et ce cépage. Et ensuite, le dernier facteur, c'est l'homme. Et en fait, c'est à l'homme à combiner tout ça, à combiner le cépage sur un terroir avec une météo donnée. Et ça, nous, on y est très attachés. Les nouveaux cépages, pour l'instant, non. En tout cas, pas à Beaucastel. Et dans tous les cas, on n'a pas le droit, parce qu'il y a un cahier des charges qui nous oblige à utiliser certains cépages et à rester dans ces 13 cépages. Et puis quelque part, il y a plein de choses qui sont là depuis tellement longtemps. Que finalement, pourquoi on a besoin, enfin voilà, je ne dis pas que je suis fermé, moi, à l'innovation, mais bien au contraire. Mais je pense que finalement, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est le terroir, comment libérer cette énergie, comment comprendre son terroir et comment le libérer dans la bouteille, quoi, finalement. Exactement, exactement. Et puis quand on goûte, c'est ce que disait Christophe, quand on goûte, voilà, moi j'ai pas eu l'opportunité de connaître mon grand-père. En fait, il y a pas beaucoup de métiers où on a la possibilité de déguster et entre guillemets, de discuter avec son grand-père 50 ans après. Il y a la musique, il y a l'art en général, la peinture, et il y a le vin. Quand on ouvre une bouteille de 1960, ben on s'aperçoit que le travail, déjà, c'est très très bon. On est surtout très humble derrière cette bouteille. On s'aperçoit qu'on n'est que de passage, et c'est exactement ce que disait Christophe. On transmet quelque chose que l'on nous a donné, et tout ce que l'on fait, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Et si on a la chance d'être là aujourd'hui, c'est parce que ben, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont fait un travail exceptionnel, et nous, bah, c'est d'essayer de le transmettre le plus beau possible à nos enfants. Et aujourd'hui, bah, on en parle, la cuvée Roussanne, la cuvée Hommage, c'est des vignes qui ont 80 ans, c'est mon grand-père qui les a plantées. J'ai replanté cette année des Roussannes, et je les verrai certainement jamais basculer en Roussanne vieille vigne, mais mes enfants, oui, mes petits-enfants aussi. Et ça, c'est ce qui est magique. Euh, donc, euh, donc voilà, on est que de passage, et ça, c'est le plus important à retenir, en tout cas dans notre histoire. Et Christophe, toi qui connais bien les vins de la famille Perrin, etc., comment tu pourrais qualifier les autres activités, que ce soit sur les autres propriétés, la collaboration avec nos amis de Miraval, voisins en Provence, ou alors l'aventure américaine à Tabaswick? Alors, moi, je vais être honnête avec toi. J'ai commencé il y a 12 ans avec ces 12 familles exceptionnelles, hein, que j'adore autant les uns que les autres. Et j'ai vu la famille Perrin en 12 ans arriver avec beaucoup de nouveaux projets tels que Miraval. Et je pense que leur manière de travailler, la chance qu'ils ont, c'est avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de tradition. Enfin, c'est pas à moi de le dire peut-être, mais vraiment, je ressens, il y a une force chez la famille Perrin qui est assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, tu sais, toutes les familles entre elles partagent beaucoup. Et la famille Perrin est devenue un modèle de transmission, vraiment, pour beaucoup de familles. Pourquoi? Parce qu'ils ont su, je pense, faire une excellente transmission déjà avec des spécificités, d'inclure tous leurs enfants, tu vois, avec les Césars sur la partie viticulture. Moi, je travaille beaucoup avec Mathieu. Mathieu sera notre nouveau chairman à partir de janvier des Premium Family Vinis. Ça a été Paul Symington. Paul Symington, c'est dans le monde du vin un senior. Et depuis 4 ans, c'était mon chairman. Et ce sera le chairman des PFV, Mathieu. Pourquoi? Parce que Mathieu, ça incarne aussi à la fois cette nouvelle génération et à la fois cette génération, on en parlait l'autre jour, pas si nouvelle non plus. C'est des gens qui ont déjà une expérience de 20 ou 25 ans.
Et je pense que les projets qu'ils ont, alors je connais moins Tablas Creek, mais Miraval, je suis allé sur place au mois de février et les gens qui critiquent Miraval, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que vraiment, le domaine, le travail qu'ils font sur place et tout, qualitativement, c'est exceptionnel. Coran, c'est un très très beau terroir. Oui, ouais. Mais souvent, bon, tu sais, on critique très facilement. Moi, je travaille pour 12 familles qui ont aujourd'hui plus besoin de publicité, j'allais dire. Mais par contre, à l'intérieur, le travail qu'elles font justement sur le long terme et la transmission, et comme César l'a dit par rapport à en pensant à leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est assez exemplaire. Donc voilà, donc c'est intéressant parfois de replonger dans ces familles-là, de les redéguster, de voir ce qu'ils font parce elles sont sans cesse en train de se poser des questions. Et petite question peut-être pour César. Comment toi tu pourrais qualifier les activités que vous avez en termes d'achat de propriété en Val-du-Rhône? La partie négoce, c'est quoi l'esprit? Parce qu'aujourd'hui, moi je le dis souvent à nous quand on fait un cours par exemple sur la vallée du Rhône, on aime bien quand même toujours mettre des négociants. On dit des fois que le mot négociant, on a l'impression de dire un gros mot. Mais voilà, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une espèce de rejet de ce qui a aussi permis. Enfin, moi, c'est ce que je disais la dernière fois, je faisais un cours là sur le sud-ouest et tout. Et il y a un gars qui me dit, ouais, les vins de Brûlement, machin, truc. Je dis, tu peux penser ce que tu veux des vins. Et si Madiran est aujourd'hui Madiran, c'est parce qu'Alain Brûlement, il a remonté les. T'aimes ou t'aimes pas les vins, t'aimes ou t'aimes pas le personnage, c'est pas le sujet, on respecte le point de vue. Mais tu dois rendre à César ce qui est à César, si je peux me permettre le jeu de mots. Je la connais bien, celle-là. Voilà, oui. Mais elle était facile. Ouais. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est quoi ton avis là-dessus et pourquoi cette aventure américaine, qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Enfin, voilà, tu peux nous commenter un peu tout ça, peut-être. Alors, en fait, donc déjà, la première partie, la première création, c'est la vieille ferme. La vieille ferme, donc Beaucastel 1909, la vieille ferme, c'est début des années 60. On n'imagine pas que ça a commencé aussitôt. Et en fait, c'était Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape, c'était déjà un vin que l'on caractérise à l'époque, un vin du dimanche, où on ouvrait en famille avec le gigot. Bon, là, c'était le. Et donc, c'est mon grand-père Jacques qui a commencé la vieille ferme en disant ben voilà, il nous faut un vin de tous les jours pour boire dans les bistrots sur Marseille, parce que ben voilà, il y avait encore la connexion avec Marseille. Et ça a été d'essayer de trouver des jolis terroirs, et ça a été le Ventoux, parce qu'il faut savoir que la vieille ferme a commencé en appellation Ventoux, et ensuite ça s'est développé dans une idée, et ça aussi c'était l'idée de mon grand-père, de faire un vin à qualité-prix imbattable. Et je pense qu'aujourd'hui la vieille ferme est connue et reconnue, parce que pour moins de 10 euros, on a une très belle bouteille de vin. Et dans tous les projets que l'on fait, dans tous les vins que l'on fait, on fait forcément des vins que nous-mêmes, on boit tous les jours. Ça, c'est le plus important. Quand les vignerons boivent leur vin, c'est quand même bon signe en général. Donc voilà. Et ensuite, on sélectionne des terroirs. Avant même d'avoir l'idée d'un projet, on sélectionne des terroirs et c'est comme ça que ça s'est développé. Comme ça qu'on a créé Gigondas, c'est comme ça qu'on a créé les vins sobres, les Kéranes, les Rastos, les Baumes de Venise. Et en fait, c'est des terroirs exceptionnels. Il y a de grands terroirs partout. Il faut juste arriver à les trouver. Et les États-Unis, c'est pareil, c'est de la même façon. Mon père et mon oncle ont bien évidemment vu le boom de la Napa Valley dans les années 90. Donc, juste pour resituer, donc le vignoble c'est Paso Robles, donc c'est Central Coast, hein, c'est à mi-chemin. Exactement. On est à équidistance entre San Francisco et Los Angeles. Et l'idée de ce projet, c'est de se dire, OK, on est au nord de San Francisco, mais en tout cas sur la Napa Valley, il y a beaucoup de cépages bordelais. Mais avant tout, nous, ce que l'on cherchait, c'était un terroir, en tout cas, qui était similaire à Châteauneuf-du-Pape. La météo est complètement différente. Je rappelle sur les quatre en tout cas, piliers pour faire un grand vin, la vigne, le terroir, la météo et l'homme. L'homme, c'est nous. La vigne, c'était l'idée de prendre les vignes de Beaucastel et de les exporter aux États-Unis. Et en fait, on voulait juste faire varier le terroir et la météo. La météo, on est sur un climat qui est océanique.
parce que c'est l'océan Atlantique, donc Pacifique, pardon, qui est complètement différent de nous, de la Méditerranée. Et ensuite, on est sur un terroir où on a trouvé exactement la même composition de calcaire que nous avons à Beaucastel. On a travaillé pendant, mon père et mon oncle, moi je n'ai pas fait grand-chose, mais dans les années 90, ils ont travaillé avec l'université Davis et ils ont commencé à importer les cépages de Beaucastel à Paso Robles. Et voilà, et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et Miraval, c'est pareil. Miraval, et comme tu le disais, Christophe, les terroirs de Miraval, on travaille de façon très étroite avec Claude et Lydia Bourguignon. Vous pouvez leur demander. À Miraval, ils sont tombés fous amoureux de Miraval parce que c'est une vallée de 1000 hectares avec des expositions complètement différentes. On a pratiquement 300 à 400 mètres d'altitude entre le fond de la vallée et le haut de Miraval. Et donc, c'est un terrain de jeu, en tout cas pour nous, et encore plus pour moi sur la partie agriculture et vigne, qui est juste passionnante parce qu'on a plein d'expositions, on a plein de terroirs. On est au milieu on est en Provence, donc il y a des odeurs, et c'est là-dessus qu'on travaille. On a replanté des mourvèdres, on a planté quelques pinots à 300 mètres d'altitude. Sur Miraval, il y a un point qui s'appelle Perfugued, où là, il y a des endroits exceptionnels ou des endroits en tout cas beaucoup plus froids que le bas de la vallée. Et donc là, on vient jouer là-dessus. Et en fait, tous ces projets sont nés d'abord de rencontres d'humains, de terroirs. Et il y a aussi un projet qui est magnifique avec Nicolas Jaboulet et Alexandre Cazot en Rhône-Nord, qui s'appelle Domaine des Alexandrins. Et là aussi, c'est magique parce que le Rhône-Nord, nous, on en est fan. On n'est pas très chauvin. On boit beaucoup de vins de Châteauneuf, mais on adore boire des vins autres que les vins de chez nous, même les vins étrangers. Et les vins de la vallée du Rhône-Nord, on est grand fan de la Syrah, des Condrieux, du Viognier. Donc voilà. Et tous ces projets sont faits d'abord par une histoire d'homme, une histoire de terroir. Donc à Châteauneuf-du-Pape, vous ne considérez pas les Gigondas comme des vins étrangers, vous me rassurez. Non, on est encore dans la vallée du Rhône Sud. Il y a plusieurs questions. Une question de Jean-Michel. Oui. Est-ce que tu aurais peut-être 2 domaines qui montent un peu à Châteauneuf sur des choses que tu as goûtées qui seraient un peu nouvelles? Alors, Châteauneuf, j'ai fait partie, moi, des jeunes vignerons. Il y a un petit moment, je suis de moins en moins jeune. Mais il y a une vraie prise de conscience à Châteauneuf. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux ce que je vais dire. Dans les années 90, on était 5-6 domaines à être connus et reconnus. Aujourd'hui, et j'en suis certainement le plus fier, il y a plein de très, très bons domaines à Châteauneuf. Et à plusieurs, on va loin et tout seul, on va vite. Mais donc, c'est pour ça que nous, on est ravis d'avoir en tout cas plein de vignerons à Châteauneuf qui émergent. Et en jeunes vignerons, moi, il y a un domaine que j'adore qui est le domaine Eddy Ferraud. Et Yannick, qui est un très bon copain, avec qui on s'entend très bien, qui fait des super vins. Et après, un domaine aussi un peu plus petit, qui est le domaine de la Baroche, avec Julien Barrault, qui est aussi un grand copain et qui fait des grenaches exceptionnels. Très bien, il y a une question d'Emilio qui dit comment tu vois, César, la prochaine génération de vignerons dans 10 à 20 ans? Est-ce que si tu avais un mot à leur dire Non, la prochaine génération, nous, elle est, on est déjà, alors ils sont déjà nombreux, nous, la prochaine génération, parce qu'on est 9, on est 7 de la 5e génération, on a tous entre 2 et 3 enfants, donc ils sont à peu près bientôt une vingtaine. Ça va de ma plus petite fille qui a 1 an et demi à la plus grande qui a 25 maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Il faut leur dire qu'il faut qu'ils se rendent compte du terroir exceptionnel que l'on a. Et que... En parlant de terroir, je fais un petit coup de pub pour notre ami Georges Truc. Si vous êtes des grands amoureux de Châteauneuf-du-Pape, alors c'est pas le téléachat, hein, je vous rassure, on ne touche pas d'intéressement sur le bouquin. Mais Georges Truc est un ami donc hydrogéologue, grand passionné. Voilà, il a sorti un magnifique livre sur les terroirs de Châteauneuf qui est juste incroyable. Mais donc voilà, arriver à se rendre compte du terroir
que l'on a. Et après, garder cet esprit vigneron, ça c'est important. On est paysan avant tout, on est paysan dans l'âme, on cultive la terre. Et ça, il ne faut pas le perdre pour faire, à mon avis, des grands vins, c'est garder ce côté terrien que l'on a et qui nous permet de faire des vins de terroir. Donc ça, c'est le plus important, à mon avis, à transmettre. Et puis après, je pense que c'est important quand on est une famille importante, c'est de diversifier, d'essayer de ne pas faire un seul vin, un seul produit, mais même si ce n'est pas dans le vin, si demain il faut développer des tracteurs, moi j'adorerais que un de la future génération soit mécano et développe le tracteur de demain. Et il y a plein, en fait, il y a plein de métiers. L'agriculture, ça développe plein de métiers. Donc voilà, il faut aussi diversifier. On a une petite question pour toi, Christophe, de Sylvain, qui dit toi qui travailles avec ce génie qui est Egon Müller, est-ce que tu as un mot à nous dire sur lui? Oui, on est tous le génie de quelqu'un, non? C'est un peu ça. Il faut y avoir une lampe. Ouais, exactement. Alors, Egon Müller, c'est vrai que c'est un génie silencieux. C'est quelqu'un de très discret qui travaille de la même manière, avec les mêmes foudres, les mêmes barriques que son père et son grand-père ont travaillé. Le secret, encore une fois, il est dans le terroir ici, exceptionnel. Et on a des vins avec des taux d'acidité à 10, 11, 12, avec un équilibre de dingue. C'est vrai que ça fait partie. C'est vrai que c'est une chance d'avoir dans les familles. Ce qui est important, tu vois, c'est pas la taille de la famille, c'est ce qu'ils veulent transmettre et c'est également les valeurs qu'ils représentent. Et chez Egon Müller, les valeurs sont communes, si tu veux, à celles des Perrins, à travailler du mieux possible le terroir qu'il a. Mais c'est vrai que c'est sympa de pouvoir goûter des vins comme ça. Ça, c'est la belle partie du travail. On va se quitter dans quelques minutes. Là, je voulais juste faire 2-3 petites annonces avant de vous passer le mot de la fin. Il y a dans le dernier numéro de la RVF, il y a une super dégustation sur les vins de la vallée du Rhône, puisqu'on est dans le thème qui est sorti. Et entre autres, une présentation sur les vins de France qui sont un peu hors clou. Voilà, moi j'en ai choisi deux vignerons que j'aime bien, c'est Laura Ayou et Justine Vigne, deux jeunes vignerons avec qui je fais un coucou parce qu'ils font un super job. J'aime beaucoup ces deux personnes-là. On se retrouvera le 9 novembre sur un thème un peu particulier. C'est une journaliste et essayiste qui s'appelle Julie Reux, qui a fait un petit dépliant qui s'appelle La vigne en 2072. Les grands crus seront-ils en Bretagne? Voilà, donc elle a fait, alors c'est un travail sérieux qu'elle a fait. Elle a fait tout un travail avec des météorologues, etc. Donc on sera avec un futur néo-vigneron breton et voilà, des personnes qui travaillent voilà, sur le développement durable, justement sur ces questions de réchauffement climatique. Et le 23 novembre, on aura l'immense privilège et plaisir d'accueillir une grande dame du Valais en la personne de Marie-Thérèse Chapat, donc, qui sera avec nous le 23 novembre pour faire un petit point sur sa vision du Valais, de la petite Arvine, du païen, de l'Aïda, de tous ces vins-là. Voilà. Bon, un immense. Je vais passer peut-être le mot de la fin à César et à Christophe. Voilà, un immense merci. Ces Wine Talk Show, ça passe toujours trop vite. Voilà, donc bon, j'ai pas trop parlé du vin que je dégustais, mais c'était une Rossane. Voilà, donc c'était les quelques bouteilles. C'est un 2005 qui me restait, donc je me suis dit que c'était le bon moment de la péter ce soir. Voilà, j'ai quelques Saint-Jacques qui m'attendent à la maison pour finir tout ça. Parfait. Non, voilà. mais un grand merci Franck pour ton invitation. Non, moi je voulais juste finir en disant venez nous voir, venez nous rencontrer pour vous nous montrer tout ce qu'on fait. On vous accueille avec grand plaisir à Beaucastel et dans les différents domaines de la famille. On est en train de refaire toute une cave à Beaucastel, tout en terre, tout en pisé, qui est un peu la cave de demain. Donc, n'hésitez pas à venir et je serai ravi de vous recevoir, soit moi ou quelqu'un de la famille. C'est ce que tu me disais, c'est que toutes les personnes qui ont assisté au webinaire dégusteront du 61, c'est ça en Mathusalem. Non, merci. Enfin, en tout cas, voilà, moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Beaucastel et ce sont des personnes avec le cœur sur la main qui font goûter leur vin, qui le partagent et qui ne sont pas avares de partage de connaissances et d'ouverture d'esprit. Merci César d'être venu. Un petit mot, Christophe. Oui, je veux dire,
Merci à tous. Et la dernière fois, je suis allé à Beaucastel. Alors, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais sur 2 jours, je crois qu'on a ouvert 34 vins, 34 bouteilles. Et on a ouvert des choses extraordinaires, même sur je me souviendrai de 78, enfin des choses donc merveilleuses. C'est des visites superbes. Moi, je vous invite à venir découvrir les PFV, les 12 familles sur tous leurs vins sur Paris, sur Vinexposium. On aura un stand. Normalement, en général, on se centrait surtout sur Provine. Donc, on aura un stand sympathique avec, il y a 2 vins par famille qui sont représentés sur la partie commune. Il y a 24 vins à goûter, donc venez les goûter. Est-ce que Christophe, tu pourras m'envoyer des infos là-dessus et nous, on envoie un petit mail avec le replay OK, du webinaire, comme ça on fera circuler l'info avec plaisir. Merci Franck, merci à toi. Voilà, aux 300 personnes qui se sont inscrites. Merci à vous tous. Buvez bon, buvez juste, mais pas trop. Voilà. Parfait. Bonne soirée à vous tous et Merci beaucoup. Merci César. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.